L'horloge de la cuisine indiquait 23h42 lorsque mon téléphone a vibré contre le plan de travail en granit. J'étais assis là, dans le noir, depuis 20 minutes, sirotant un café tiède et regardant les lumières de la ville se fondre à travers nos immenses baies vitrées. Boston semblait paisible depuis le 32e étage des Harbor Towers. Mais la paix était bien la dernière chose que j'avais à l'esprit. Le SMS de Jessa illuminait l'écran comme une enseigne au néon annonçant la fin de mon mariage, même si je ne rentre pas ce soir, je ne te dois aucune explication. J'ai fixé ces mots pendant exactement 30 secondes. 30 secondes pour assimiler le fait que 5 ans de mariage venaient de se dissoudre dans de l'encre numérique. 30 secondes pour réaliser que ma femme venait de me remettre les codes nucléaires de sa propre destruction. J'ai répondu, très bien. Puis, je me suis mis au travail. Voyez-vous, voici ce que Jessa n'a jamais compris à mon sujet, elle a épousé un ingénieur spécialisé dans les systèmes de gestion de bâtiments. Un type qui comprenait que chaque structure a ses vulnérabilités, que chaque système a des protocoles de forçage et que chaque réseau peut être reconfiguré. Elle pensait avoir affaire à un mari facile à berner, qui resterait assis à se tordre les mains pendant qu'elle jouait à la famille avec son patron, Rory. Elle avait tort. À 23h45, j'avais transféré son numéro vers mon téléphone de secours. La beauté d'être le titulaire principal d'un compte, c'est que vous contrôlez les règles de transfert d'appel. Chaque appel qu'elle passerait à notre numéro fixe sonnerait directement sur mon appareil de secours, auquel je pourrais répondre en me faisant passer pour qui je voulais. À 23h50, j'ai accédé au portail des résidents de notre immeuble. Les Harbor Towers utilisaient un système d'entrée sophistiqué que j'avais aidé à concevoir pendant la phase de construction, 3 ans plus tôt. Jessa Dornell fut retiré de la liste des résidents autorisés en 3 clics. Le code d'accès de son badge magnétique fut désactivé. Son nom passa directement sur la liste « Entrée interdite » que la sécurité du bâtiment surveillait 24 heures sur 24. À 23h55, j'ai changé les codes de la serrure électronique de notre appartement. Le système de serrure intelligente a envoyé un ping de confirmation sur mon téléphone, nouveaux codes actifs. Code précédents invalides. Minuit a sonné pendant que je mettais à jour le système d'alarme. Les données biométriques de Jessa furent purgées de la base de données de sécurité. Son empreinte digitale ne désarmerait plus notre système de protection domestique. Ses commandes vocales furent supprimées du réseau domotique. Je me suis servi une nouvelle tasse de café et j'ai entamé la phase 2. Nos comptes joints étaient sur le point de devenir nettement moins joints. Je ne pouvais pas les clôturer unilatéralement, mais je pouvais transférer les fonds sur un compte séquestre nécessitant nos 2 signatures pour tout retrait. Puisque Jessa était vraisemblablement très occupée par sa soirée, sans explication, elle n'allait rien signer de sitôt. Révoquer les autorisations de nos applications partagées a pris plus de temps. Netflix, Spotify, Amazon Prime, services de livraison de courses, applications de stationnement, abonnement à la salle de sport, stockage sur le cloud, synchronisation des calendriers, partage de photos, suivi de localisation. Chaque fil numérique qui reliait nos vies fut sectionné avec une précision méthodique. J'ai transféré la propriété de notre forfait téléphonique à mon seul nom. La ligne de Jessa continuerait de fonctionner, mais elle avait perdu ses privilèges d'administratrice, fini l'ajout de nouveaux appareils, les changements de forfait ou l'accès aux informations du compte. Le badge de sa voiture pour le parking de l'immeuble fut désactivé via le portail de gestion. La BMW de Jessa ne déclencherait plus l'ouverture de la barrière automatique. À 2 heures du matin, j'emballais ses vêtements dans des cartons de déménagement clairement étiquetés. Je n'ai pas été cruel. Tout était soigneusement plié, trié par type, et ses bijoux ainsi que ses effets personnels furent délicatement enveloppés dans du papier de soie. J'ai même inclus sa collection de revues juridiques et les livres de table basse prétentieux qu'elle avait tenu à acheter. L'envoi de la facture du serrurier sur sa boîte mail fut programmé pour 8 heures pile. L'horodatage montrerait exactement à quelle heure les serrures avaient été changées, fournissant ainsi une preuve légale que les modifications de sécurité avaient eu lieu après son SMS. Tout était en règle, tout était défendable devant un tribunal. J'ai transféré une copie de son texto, sans explication, sur mon email personnel, ainsi que des captures d'écran montrant l'heure de chaque action que j'avais entreprise. La documentation allait devenir ma meilleure amie pour les jours à venir. À 3h30 du matin, je suis enfin allé me coucher. Seul dans notre lit king size pour la première fois en 5 ans, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, la paix. Pas de la joie, pas de la satisfaction, juste le calme plaquiné de la prise de décision ferme après des semaines d'incertitude. Car voici ce que Jessa ignorait, je l'observais depuis 2 mois. Les soirées tardives au bureau qui se prolongeaient au-delà de minuit. L'intérêt soudain pour des cours de yoga qui nécessitaient, on ne sait comment, des tenues de sport de créateur. La façon dont elle avait commencé à emmener son téléphone dans la salle de bain pendant qu'elle prenait sa douche. Les débits de cartes de crédit dans des restaurants où je n'étais jamais allé, des hôtels que je n'avais jamais vus. Je ne suis pas détective, mais je ne suis pas stupide non plus.
Quand votre femme depuis 5 ans se découvre soudain une passion pour les dîners de travail avec son patron 3 fois par semaine, vous commencez à faire attention. Quand elle se met à planifier des réunions clients le week-end, nécessitant des nuits à l'extérieur dans des villes où elle n'a aucun client, vous commencez à prendre des notes. Rory Weldon, associé principal chez Morrison, Kesley & Associates, où Jessa travaillait en tant que consultante juridique. Divorcé, père de 2 enfants, conduit une Porsche grise, vit dans une maison de ville à Beacon Hill qui coûte plus cher que la retraite de la plupart des gens. Le genre de type qui porte des costumes à 1000 $ et qui pense que l'argent le rend intouchable. J'avais fait mes devoirs sur Monsieur Parfait, registre public, profil sur les réseaux sociaux, site de réseau professionnel, et même le blog plein de rancœur de son ex-femme sur son divorce, où elle détaillait ses habitudes d'infidélité avec une spécificité remarquable. Rory avait un schéma, ciblé de jeunes femmes dans son cabinet, leur promettre des avancements de carrière, les emmener dîner dans des restaurants hors de prix, puis passer à autre chose quand la nouveauté s'estompait. Jessa n'était que son dernier projet en date. Mais elle s'apprêtait à découvrir que je n'étais pas le genre de mari à rester sagement assis pendant que son mariage se faisait démolir. J'étais le genre de mari à démolir tout le reste en premier. Mon réveil a sonné à 7 heures. J'ai pris une douche, je me suis rasé, j'ai mis mon meilleur costume et je me suis préparé un petit déjeuner pour un. Les informations du matin bourdonnaient en fond sonore pendant que je mangeais mes œufs brouillés et passais en revue mon travail de la veille. Tout était toujours en place. Tous les systèmes fonctionnaient comme prévu. À 8h10, mon téléphone de secours a sonné. L'appel transféré depuis notre numéro fixe affichait la photo de contact de Jessa sur l'écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Résidence d'Ornell, ai-je dit avec ma meilleure imitation de l'accent prétentieux de Rory. C'est Rory à l'appareil. Le silence à l'autre bout du fil a duré 10 secondes. Je pouvais presque entendre le cerveau de Jessa essayer d'assimiler ce qu'elle entendait. Quoi, murmura-t-elle finalement. Kay, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la voix de Rory est différente? Pourquoi ma clé ne marche pas? Je suis désolé, je crois que vous avez fait une erreur de numéro, ai-je continué avec la voix de Rory. C'est bien la résidence d'Ornell, mais je ne suis pas Kay. Je suis juste de passage. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon pote Marv Ortiz, qui dirigeait une petite agence de détectives privée en centre-ville. Marv et moi étions amis depuis l'université, où il avait étudié la justice pénale pendant que j'étudiais l'ingénierie. Nous étions restés proches au fil des ans, liés par les matchs des Red Sox et notre passion commune pour les meilleurs rats de Boston. Marv, c'est Kay. J'ai besoin d'un service. D'où Jésus, il est 8h du matin. Quel genre de service nécessite un appel de réveil? Le genre qui implique de documenter un adultère et de m'assurer que j'ai une protection juridique en béton pour ce que je m'apprête à faire. Marv resta silencieux un instant. Elle l'a enfin fait, hein? Ce que tu soupçonnais. Elle l'a fait, et ensuite elle m'a envoyé un texto pour me le dire. J'ai une confirmation écrite qu'elle a choisi de ne pas rentrer à la maison la nuit dernière. Et j'ai des horodatage prouvant tout ce que j'ai fait en réponse. De quoi as-tu besoin? Une consultation juridique, un examen des preuves, et peut-être un peu d'aide pour de la surveillance. Je veux m'assurer que quand ça deviendra public, je serai la victime et elle l'épouse infidèle. Pas de zone grise, pas de bêtises du genre il a dit, elle a dit. Je serai chez toi dans 1 heure. Ne fais rien d'autre avant que j'arrive. À 8h45, la sécurité de l'immeuble a appelé. Jessa était dans le hall, exigeant d'accéder au 32e étage. Elle prétendait que son badge dysfonctionnait et insistait sur le fait qu'elle vivait dans l'appartement 3247. Monsieur, elle devient très agitée, dit Frank, le vigile du matin. Elle dit qu'elle est votre femme, mais son nom n'est pas sur notre liste actuelle des résidents. C'est exact, Frank. Jessa Dornell a été retirée de la liste des personnes autorisées hier soir. Elle ne vit plus dans cet immeuble. Si elle continue de faire un scandale, veuillez appeler la police. Bien compris, monsieur. Dois-je l'autoriser à récupérer des effets personnels? Pas sans une ordonnance du tribunal. Tout ce qui lui appartient a été correctement emballé et lui sera restitué par les voies légales appropriées. Depuis la fenêtre de mon salon, j'ai regardé Jessa sortir de l'entrée principale du bâtiment 30 minutes plus tard. Même de 32 étages plus haut, je pouvais la voir gesticuler frénétiquement avec son téléphone, essayant probablement de m'appeler à nouveau. Les appels transférés continuaient d'arriver sur mon appareil de secours, mais j'avais fini de répondre. Marv est arrivé à 9h30 avec une mallette remplie de documents juridiques et une sacoche d'ordinateur bourrée d'équipements de surveillance. Il avait pris du poids depuis l'université, mais il se déplaçait toujours avec l'assurance d'un type qui avait passé 20 ans à découvrir les secrets des autres. « Montre-moi tout », dit-il en s'installant sur une chaise de ma cuisine et en ouvrant son ordinateur portable. Je lui ai détaillé la chronologie, le texto de Jessa, ma réponse,
la suppression systématique de son accès à notre vie commune. Je lui ai montré les captures d'écran, les confirmations par email, les journaux de sécurité de l'immeuble, les relevés de virements bancaires. Marv a sifflé d'admiration. C'est du beau travail, Kai. Absolument magnifique. Tu as tout documenté, maintenu les limites légales, et créé une trace écrite qui montre clairement la cause et les faits. Elle t'a donné la permission écrite de la traiter comme une non-résidente, et tu es allé jusqu'au bout. Et pour les comptes joints? Peut-elle prétendre que je la vole? Les comptes séquestres sont une procédure standard dans les litiges conjugaux. Tu n'as rien volé. Tu as protégé des actifs partagés en attendant une résolution légale. C'est en fait la chose la plus responsable à faire. Mon téléphone a vibré, un texto d'un numéro inconnu. Jessa avait apparemment emprunté l'appareil de quelqu'un d'autre. Kai, c'est insensé. Laisse-moi entrer chez moi tout de suite ou j'appelle la police. J'ai montré le message à Marv, qui a souri de toutes ses dents. Qu'elle les appelle, dit-il. Tu as tout documenté. La police va jeter un œil à son texto de la nuit dernière et à la chronologie de tes réactions, et ils lui diront que c'est une affaire civile. J'ai répondu, la police est la bienvenue pour examiner la documentation. Tes affaires te seront restituées par les voies légales appropriées. Marv a passé l'heure suivante à examiner chaque détail de mes preuves. Il m'a aidé à les organiser en une chronologie claire, avec des documents à l'appui pour chaque action que j'avais entreprise. Quand il a eu fini, j'avais un dossier juridique qui ferait pleurer de joie n'importe quel avocat spécialisé en divorce. Maintenant vient la partie amusante, a dit Marv en fermant son ordinateur. Elle va escalader. Les personnes comme Jessa supportent mal l'humiliation publique, et tu viens de lui servir la matinée la plus humiliante de sa vie. Elle va contre-attaquer, probablement via les réseaux sociaux et vos amis communs. Laisse-la essayer. J'ai la vérité de mon côté. La vérité c'est bien, mais la préparation c'est mieux. Nous devons prendre les devants sur l'histoire qu'elle s'apprête à raconter. Comme invoqué par ces mots, mon téléphone a commencé à vibrer sous l'avalanche de notifications, messages Facebook, commentaires Instagram, textos d'amis et de collègues. Jessa avait apparemment décidé de déclarer la guerre sur les réseaux sociaux. Le premier message venait de notre amie commune, Lisa Chen. Kai, qu'est-ce qui se passe? Jessa poste des trucs de fou disant que tu l'as enfermée dehors de chez elle. J'ai ouvert Facebook pour y trouver 3 publications de Jessa, toutes plus dramatiques les unes que les autres. Elle s'était positionnée comme la victime d'un mari tyrannique qui avait soudainement pété les plombs et l'avait jetée à la rue sans avertissement. Elle avait curieusement omis de mentionner sa nuit passée hors du domicile conjugal et son texto. Les commentaires s'accumulaient déjà. Les amis de Jessa exprimaient leur indignation et leur soutien, mes amis me demandaient ma version des faits. Les collègues de nos 2 bureaux y allaient de leur confusion et de leur inquiétude. C'est l'heure de la phase 3, ai-je dit à Marv. J'ai rédigé un unique post Facebook avec une précision chirurgicale, je suis désolé que Jessa traverse une période difficile. Pour tous ceux qui s'inquiètent de la situation, je suis prêt à partager la chronologie complète des événements, y compris le SMS qu'elle a envoyé la nuit dernière expliquant qu'elle ne rentrerait pas à la maison. Toutes mes actions ont été entreprises en réponse à sa communication écrite, et tout est entièrement documenté avec horodatage. J'espère que nous pourrons résoudre cette affaire en privé et avec dignité. J'y ai joint une capture d'écran du texto, sans explication, de Jessa, leur étant clairement visible. La réponse fut immédiate et dévastatrice. Le récit s'est inversé en temps réel à mesure que les gens réalisaient qu'ils n'avaient pas eu toute l'histoire. Les publications de victimisation de Jessa paraissaient soudain manipulatrices et malhonnêtes. Les commentaires de compassion se sont taris, remplacés par des questions et des critiques. Mon téléphone a sonné. Jessa, appelant depuis encore un autre appareil emprunté. Espèce de salaud, a-t-elle sifflé quand j'ai décroché. Comment oses-tu publier nos messages privés en ligne? J'ai publié le message que tu m'as envoyé pour m'expliquer ta décision de ne pas rentrer à la maison. Le même message que tu as curieusement oublié de mentionner dans tes posts sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce que ce texto voulait dire, et tu le sais très bien. Vraiment? Parce que ça me semble pourtant très clair. Tu as dit que tu ne me devais aucune explication pour ne pas rentrer. J'ai répondu très bien, et j'ai agi en conséquence. C'est ridicule, Kai. Je suis ta femme. J'habite dans cet appartement. Tu étais ma femme quand tu as décidé de ne pas rentrer hier soir. Tu étais ma femme quand tu as envoyé ce SMS. Tu étais ma femme quand tu as choisi de prioriser ce que tu faisais plutôt que notre mariage. Mais tu ne peux pas être ma femme quand ça t'arrange et la femme de quelqu'un d'autre quand ça ne t'arrange pas. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était passée de la colère au calcul. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? L'appartement? Que faut-il pour que ça s'arrête?
Je veux que tu arrêtes de mentir à nos amis sur ce qui s'est passé. Je veux que tu reconnaisses que tu as fait un choix la nuit dernière, et que les choix ont des conséquences. Et je veux que tu réfléchisses très prudemment à ton prochain mouvement. Parce que j'ai beaucoup plus de preuves qu'un simple SMS. J'ai raccroché et je me suis tourné vers Marv. Tu penses qu'elle va reculer? Aucune chance. Elle va escalader. Probablement impliquer Rory directement. Tu l'as humiliée devant tout ce qu'elle connaît. Elle voudra se venger. Il avait raison, évidemment. Dans l'heure qui a suivi, j'ai reçu un message vocal de Rory Weldon en personne. Sa voix était suave et assurée, le ton d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut par l'intimidation. Kai, c'est Rory de Morrison, Kesley & Associates. Je crois qu'il y a un malentendu concernant la situation de logement de Jessa. J'aimerais discuter de cette affaire directement avec vous. D'avocat à ingénieur. Veuillez me rappeler dès que possible. J'ai sauvegardé le message vocal et l'ai transféré à Marv. On dirait que Roméo veut négocier, a dit Marv. Parfait. Laissons-le creuser sa propre tombe. Plus il s'implique, plus nous aurons de preuves de leur relation. Je n'ai pas rappelé Rory. Au lieu de cela, j'ai passé l'après-midi à faire des recherches sur la loi du Massachusetts concernant les locataires, les procédures de divorce et les conditions pour obtenir une ordonnance restrictive. Si Jessa voulait aller plus loin, je serais prêt à parer tout ce qu'elle me jetterait à la figure. En début de soirée, la guerre sur les réseaux sociaux avait basculé de manière décisive en ma faveur. Les publications de Jessa avaient été submergées par des commentaires remettant en question sa version des faits. Plusieurs amis communs m'avaient contacté en privé pour m'exprimer leur soutien. Le scénario était posé, une femme infidèle se fait enfermer dehors après avoir dit à son mari qu'elle ne rentrerait pas. J'ai commandé des plats chinois à emporter et je me suis installé pour regarder le match des Red Sox. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de contrôler ma propre vie. Jessa avait fait son choix, et maintenant elle en subissait les conséquences. Le match en était à la 7e manche quand la réception de mon immeuble a appelé. Monsieur Dornell, il y a un officier de police ici qui souhaiterait vous parler au sujet d'un rapport de conflit conjugal. Faites-le monter. L'officier Martinez était un type d'une quarantaine d'années à l'air fatigué, qui avait manifestement géré sa part de dispute conjugale. Il a écouté patiemment pendant que je lui détaillais la chronologie, lui montrais les preuves et lui expliquais les mesures légales que j'avais prises. Donc, votre femme vous a envoyé un texto disant qu'elle ne rentrerait pas. Vous avez changé les serrures, et maintenant elle prétend que vous l'avez enfermée dehors sans raison. C'est exact. Tout ce que j'ai fait était en réponse à sa communication écrite. J'ai des horodatage pour chaque action. L'officier Martinez a examiné les captures d'écran sur mon téléphone, puis a secoué la tête. Monsieur, c'est clairement une affaire civile. Votre femme vous a donné un préavis écrit qu'elle ne rentrerait pas. Vous avez répondu en sécurisant votre domicile, et vous avez proposé de lui rendre ses affaires par les voies légales. Il n'y a pas de crime ici. Que dois-je faire si elle continue d'exiger l'accès au bâtiment? Si elle continue de s'introduire illégalement après qu'on lui a signifié qu'elle n'est pas autorisée, cela devient une affaire pénale. Mais au vu de ce que je vois ici, vous êtes tout à fait dans votre droit de lui refuser l'accès. Après le départ de l'officier Martinez, je me suis servi un verre de vin et je me suis tenu devant la fenêtre de mon salon, regardant l'horizon scintillant de Boston. Quelque part là-bas, Jessa était probablement en train de comploter son prochain coup. Peut-être était-elle avec Rory, en train de mettre au point une stratégie pour reprendre le contrôle de la situation. Peut-être appelait-elle des avocats, cherchant une faille juridique pour forcer son retour dans l'appartement. Cela n'avait pas d'importance. J'avais construit ma défense minutieusement, et chaque attaque qu'elle lancerait ne ferait que renforcer ma position. Elle avait choisi de jouer à des jeux avec notre mariage, et maintenant, elle découvrait que j'étais bien meilleur à ces jeux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La guerre ne faisait que commencer, mais j'avais déjà gagné la première bataille, et dans une guerre d'usure, c'est généralement le camp avec la meilleure documentation qui l'emporte. Le mardi matin est arrivé avec la subtilité d'une alarme incendie. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués, 43 SMS et un message vocal d'une personne se présentant comme l'avocate de Jessa. L'assaut numérique avait véritablement commencé pendant que je dormais paisiblement dans ma chambre reconquise. Le message de l'avocate n'était que du théâtre juridique, Monsieur Dornell, c'est Patricia Hoffman du cabinet Hoffman & Associates, représentant Jessa Dornell dans cette affaire. Vos actes constituent une expulsion illégale et une potentielle violence domestique. Nous exigeons le rétablissement immédiat de l'accès de Madame Dornell au domicile conjugal, faute de quoi nous serons contraints de solliciter une intervention d'urgence du tribunal. J'ai transféré le message à Marv avec un texto, que la partie commence. Les SMS étaient une étude fascinante des tactiques de manipulation. Jessa avait manifestement passé la nuit à préparer sa contre-attaque, contactant tous les amis communs, collègues et membres de la famille qui lui venaient à l'esprit. Les messages allaient de l'inquiétude, Kai, est-ce que ça va?
Jessa dit que tu as pété les plombs, à l'accusation, comment as-tu pu lui faire ça? Elle a peur et n'a nulle part où aller, en passant par la menace, tu as intérêt à arranger ça avant que ça ne tourne mal. Mais le véritable chef-d'œuvre était sa publication Facebook de 3 heures du matin. Parfois, la personne en qui on a le plus confiance devient celle qui nous blesse le plus. Je n'aurais jamais imaginé que demander un peu d'espace dans mon mariage aboutirait à ce que je sois jeté à la rue de ma propre maison, avec seulement les vêtements que je porte. Merci à tous ceux qui m'offrent leur soutien dans cette période difficile. Je reste forte et je suis persuadée que la vérité triomphera. Demander un peu d'espace. C'était fort. Apparemment, passer la nuit avec son patron avait été rebaptisé en « demande d'espace pour respirer dans le couple ». J'ai fait des captures d'écran de tout avant de répondre. La documentation d'abord, la réaction ensuite. Mon téléphone a sonné alors que j'examinais les preuves. Marv appelait depuis sa voiture. Je suis à 5 minutes. Ne réponds à rien avant que j'arrive. La menace de l'avocate est probablement un coup de bluff, mais nous devons faire attention à la façon dont nous gérons ça. Quel genre de bluff? Une intervention d'urgence du tribunal pour une expulsion nécessite de prouver un préjudice immédiat et un acte illégal. Tu as le consentement écrit de Jessa pour la traiter comme une non-résidente. Et tu as proposé de lui rendre ses affaires par les voies appropriées. Aucun juge ne délivrera d'ordonnance d'urgence sur la base de ces faits. Marv est arrivé avec du café et des bagels, s'installant dans ma cuisine tel un général préparant la bataille. Il avait apporté son ordinateur portable et un bloc-notes couvert des recherches qu'il avait faites la veille au soir. Voici ce qui va se passer, dit-il en ouvrant son ordinateur. Ils vont essayer 3 approches, l'intimidation juridique, la pression sociale et la confrontation directe. Nous devons être prêts pour les 3. Quelle est notre stratégie? Simple. On s'en tient aux faits, on maintient la documentation, et on les laisse détruire leur propre crédibilité. Chaque mensonge qu'ils racontent renforce notre dossier. Comme pour lui donner la réplique, la réception de l'immeuble a appelé. Monsieur Dornel, il y a une femme ici qui prétend être votre épouse, accompagnée d'un homme en costume qui dit être avocat. Ils exigent d'accéder à votre étage. Quel est le nom de la femme? Elle dit s'appeler Jessa Dornel, mais elle n'est pas sur notre liste de résidents. C'est exact. Elle a été retirée de la liste autorisée lundi soir. L'homme qui l'accompagne n'est pas un avocat me représentant, il n'a donc aucun droit légal d'accéder à cet immeuble. S'il continue de faire un scandale, veuillez appeler la police. J'ai raccroché et me suis tourné vers Marv. Ils essaient d'abord l'approche de l'intimidation juridique. Parfait. Laisse-les faire un esclandre dans le hall. Les caméras de sécurité de l'immeuble filmeront tout. Mon téléphone a immédiatement sonné. Numéro inconnu. Probablement Jessa appelant depuis le hall. Kai, c'est ridicule, a-t-elle dit sans préambule. J'ai un avocat avec moi qui explique que ce que tu fais est illégal. Laisse-nous monter pour qu'on puisse en discuter comme des adultes. Je suis tout à fait disposé à en discuter via les voies légales appropriées. Dis à ton avocat de contacter mon avocat pour fixer un rendez-vous. Qui est ton avocat? Tu le sauras quand ton avocat le contactera. En attendant, tu t'introduis illégalement dans un bâtiment où tu n'es plus autorisé à être. C'est chez moi, Kai. J'habite ici depuis 3 ans. Tu habitais ici jusqu'à ce que tu m'envoies un SMS pour m'expliquer que tu ne rentrerais pas. C'était ton choix, communiqué par écrit. J'ai simplement agi en conséquence. La ligne est restée silencieuse un instant. Puis une autre voix est intervenue. Masculine et pontifiante. Monsieur Dornel, c'est l'avocat James Morrison. Vos actes constituent une expulsion illégale par vos propres moyens, et nous sommes prêts à demander une intervention d'urgence du tribunal si vous ne rétablissez pas immédiatement l'accès de Madame Dornel. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour que Marv puisse entendre. Monsieur Morrison, je ne suis pas familier avec cette théorie juridique. Pourriez-vous m'expliquer en quoi le fait de répondre à l'avis écrit de ma femme m'informant qu'elle ne rentrera pas à la maison constitue une expulsion? Le message de Madame Dornel a été sorti de son contexte. Elle vous informait simplement qu'elle allait travailler tard et pourrait ne pas rentrer avant le matin. Vraiment? Parce que le message que j'ai reçu disait, et je cite, « Même si je ne rentre pas ce soir, je ne te dois aucune explication. » Ça ne me ressemble pas vraiment à une mise à jour d'horaire de travail. Marv souriait à pleines dents et prenait des notes. Il a gribouillé quelque chose sur son bloc et me l'a montré, fais-le parler. Il est en train de creuser sa tombe. Monsieur Dornel, nous sommes prêts à déposer un recours d'urgence ce matin si nécessaire. Vous êtes tout à fait libre de le faire. Je suis sûr que le juge sera très intéressé par l'examen de l'échange complet de SMS. Ainsi que par les horodatages montrant à quel moment j'ai pris des mesures en réponse à la communication de Madame Dornel. Je suppose que vous avez vu l'intégralité de la documentation?
Nouvelle pause, plus longue cette fois. Nous vous contacterons par les voies appropriées. Marv éclata de rire. Il n'a pas vu le SMS. Jessa lui a raconté une histoire de travail tardif et il vient de réaliser qu'elle lui mentait. Tu crois qu'ils vont vraiment déposer un recours d'urgence? Aucune chance. Aucun avocat ne veut entrer dans un tribunal avec un dossier qui va lui exploser à la figure. Il va faire des recherches, réaliser que l'histoire de Jessa ne tient pas la route, et il va probablement la lâcher en tant que cliente. La sécurité a rappelé 20 minutes plus tard. Monsieur Dornel, la femme et l'homme en costume ont quitté le bâtiment. La femme était très contrariée et il y a eu une sorte de dispute entre elle et l'homme avant qu'ils ne partent séparément. Merci, Franck. J'apprécie votre professionnalisme sur ce coup. J'ai passé le reste de la matinée à peaufiner ma réponse à la campagne sur les réseaux sociaux. Au lieu de me mettre sur la défensive, j'ai décidé de passer à l'offensive avec un post détaillant la chronologie des faits, puisqu'il semble y avoir une certaine confusion concernant les événements récents, j'aimerais fournir une chronologie claire pour quiconque s'en inquiéterait. Lundi, 23h42, j'ai reçu un SMS déclarant « Même si je ne rentre pas ce soir, je ne te dois aucune explication ». Lundi, 23h43, j'ai répondu « Très bien ». Lundi, de 23h45 à minuit 30, j'ai pris les mesures appropriées pour sécuriser notre résidence et protéger nos biens communs, comme c'est mon droit légal lorsque mon épouse choisit de ne pas rentrer à la maison. Mardi, 8h10, l'accès a été demandé à une résidence où la partie requérante ne détient plus d'autorisation. Mardi, 10h30, un individu se prétendant avocat a exigé l'accès à une propriété privée sans autorité légale appropriée. Toutes les actions ont été prises en réponse à une communication écrite claire, avec une documentation complète et des horodatages. Je reste déterminé à résoudre cette affaire par les voies légales appropriées, avec dignité et respect pour toutes les personnes impliquées. La réponse fut rapide et décisive. La section des commentaires s'est remplie de personnes saluant ma retenue et remettant en question la version des faits de Jessa. Plusieurs amis ont posté des messages de soutien, et même certains alliés de Jessa ont commencé à assurer leurs arrières avec un langage plus neutre. Mais la véritable victoire est survenue une heure plus tard, lorsque Jessa a publié sa réponse. Je n'arrive pas à croire que Kai essaie de tout ramener à un seul texto sorti de son contexte. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'abandonnerai jamais mon mariage. Je travaillais tard sur une affaire importante et je le prévenais simplement que je ne rentrerai peut-être pas avant qu'il aille se coucher. Sa réaction a été totalement disproportionnée et cruelle. Le problème avec les mensonges, c'est qu'ils exigent de la cohérence. Et Jessa venait de contredire l'histoire de son avocat racontée lors de l'appel du matin. Marv a immédiatement souligné l'incohérence, son avocat a dit qu'elle travaillait tard et ne rentrerait peut-être pas avant le matin. Maintenant, elle dit qu'elle ne rentrerait peut-être pas avant que tu ailles te coucher. C'est laquelle, la bonne version? Plus important encore, son explication ne correspondait pas au texte réel de son message. Même si je ne rentre pas ce soir, je ne te dois aucune explication n'avait rien à voir avec le fait de travailler tard. Cela signifiait clairement qu'elle ne rentrait pas du tout, et surtout, qu'elle ne devait aucune explication pour ce choix. Les commentaires sous sa publication reflétaient un scepticisme grandissant. Les gens posaient des questions pointues sur le décalage entre son histoire et le véritable SMS. Certains suggéraient qu'il y avait peut-être plus dans cette situation que ce qu'elle voulait bien dire. Dès l'après-midi, le vent des réseaux sociaux avait complètement tourné. La crédibilité de Jessa était anéantie, son avocat l'avait probablement renvoyé, et l'opinion publique était fermement de mon côté. Mais je savais que ce n'était que le début. Les gens désespérés prennent des mesures désespérées, et Jessa allait devenir vraiment désespéré. La prochaine escalade eut lieu à 16h, sous la forme d'un appel à 3 de la part des parents de Jessa. Harold et Margaret Whitmore ne m'avaient jamais apprécié, me considérant comme un parti inapproprié pour leur précieuse fille. Harold était de la vieille bourgeoisie de Boston, un banquier d'affaires à la retraite qui avait passé 40 ans à regarder les gens comme moi de haut. Margaret était une mondaine professionnelle qui évaluait la valeur des gens à leur code postal et à leur appartenance à des country clubs. Kai. La voix de Harold dégoulinait de condescendance. Nous devons discuter de cette situation avec Jessa immédiatement. Je suis ravi d'en discuter. Que voulez-vous savoir? Nous voulons savoir pourquoi vous avez soudainement décidé de détruire la vie de notre fille pour une vulgaire dispute conjugale. Je n'ai rien détruit, Harold. J'ai répondu à la communication écrite de Jessa m'informant qu'elle ne rentrerait pas et qu'elle ne me devait aucune explication. Tout ce que j'ai fait était en réponse directe à ses choix. La voix de Margaret était stridente d'indignation. Ce n'est pas ce qu'elle nous a dit. Elle a dit que vous l'aviez enfermée dehors sans préavis parce que vous étiez jaloux de sa réussite professionnelle. Vous a-t-elle montré le SMS qu'elle m'a envoyé? Silence. Puis Harold, quel SMS? Je leur ai lu le message exact, mot pour mot. Le silence s'étira pendant près d'une minute. Finalement, Margaret a pris la parole,
la voix beaucoup plus basse. Ça ne ressemble pas à quelque chose que Jessa dirait. J'ai des captures d'écran avec l'heure exacte si vous souhaitez les voir. J'ai également des preuves documentées de chaque mesure que j'ai prise en réponse, y compris l'heure précise où les accès à l'immeuble ont été modifiés. Harold s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous parler à nouveau avec Jessa avant de poursuivre cette conversation. C'est probablement une bonne idée. Je pense que vous découvrirez qu'il y a pas mal de choses qu'elle ne vous a pas dites sur ses activités récentes. Après qu'ils ont raccroché, j'ai ressenti une sombre satisfaction. Le réseau de soutien de Jessa s'effritait à mesure que les gens réalisaient qu'elle leur avait menti. Ses parents, ses amis, et même son avocat commençaient à douter de sa version des faits. Mais le véritable test restait à venir. Rory Weldon n'avait pas bougé depuis son message vocal de la veille, mais je savais qu'il préparait quelque chose. Les hommes comme Rory n'aiment pas être exposés, et ils n'aiment certainement pas être mêlés à des conflits domestiques sordides qui pourraient nuire à leur réputation professionnelle. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 18h, la réception de l'immeuble a rappelé. Monsieur Dornell, il y a un homme ici qui demande à vous parler. Il dit s'appeler Rory et que ça concerne une affaire professionnelle. Dites à Monsieur Weldon que je ne tiens pas de réunion d'affaires à mon domicile. S'il a un sujet professionnel à aborder, il peut me contacter par les voies appropriées pendant les heures de bureau. Il dit que c'est urgent et que ça concerne une connaissance commune. J'ai failli rire. Rory essayait de monter sans admettre la vraie raison de sa présence. Veuillez informer Monsieur Weldon que je ne discute pas de connaissances communes avec des inconnus. S'il a de vraies affaires à traiter, il peut prendre rendez-vous via les canaux appropriés. Marv était toujours à ma table de cuisine, surveillant les réactions sur les réseaux sociaux et organisant la documentation. Il a levé les yeux quand j'ai raccroché. Le Casanova fait des visites à domicile ? Apparemment. Il essaie probablement de négocier un accord pour que son nom n'apparaisse pas dans cette histoire. À quoi penses-tu pour la suite ? Je pense qu'il est temps d'arrêter de jouer en défense. Jessa et Rory contrôlent le récit en m'obligeant à réagir à leurs mouvements. Il est temps que je fasse les miens. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à faire des recherches sur le parcours professionnel de Rory Weldon. Morrison, Kessler & Associates était un cabinet prestigieux, réputé pour gérer des affaires de droit des sociétés de haut niveau. Il représentait plusieurs grandes entreprises de Boston, dont certaines avaient des clauses de moralité très strictes dans leurs accords de partenariat. Plus important encore, Rory était marié. Sa femme, Catherine Weldon, était une figure de proue des cercles caritatifs de Boston. Elle siégeait au conseil d'administration de plusieurs grandes associations et figurait fréquemment dans les pages mondaines. Leur divorce, 3 ans plus tôt, avait été amer et public, Catherine accusant Rory d'infidélité chronique. Mais voici la partie intéressante, il s'était remarié l'année dernière, un grand mariage mondain couvert par tous les magazines locaux. Catherine avait apparemment pardonné les écarts passés de Rory en échange de sa promesse de changer. Je me demandais ce que Catherine penserait des activités extrascolaires actuelles de son mari. Marv, ai-je dit en fermant l'ordinateur. Que dirais-tu de faire un peu de surveillance sur Rory ? Sur Rory et Jessa. Je veux documenter leur relation avec la même précision que j'ai documenté tout le reste. Photos, lieux, heures, la totale. Ça pourrait coûter cher. J'ai de l'argent. Ce que je n'ai pas, c'est une femme infidèle assez stupide pour avouer sa liaison par écrit. Mais si j'arrive à documenter leur relation suffisamment en profondeur, je n'aurai pas besoin de ses aveux. Marv a souri. Là, tu penses comme un détective. On commence quand ? Ce soir. Jessa va avoir besoin d'un endroit où dormir, et je doute qu'elle dorme dans sa voiture. Je parie qu'elle reste chez Rory, ce qui veut dire qu'on peut probablement les coincer ensemble. Nous avons passé l'heure suivante à planifier nos itinéraires de surveillance et à identifier les lieux clés, la maison de Rory à Beacon Hill, son immeuble de bureau, les restaurants où il se donnait rendez-vous, l'hôtel où la carte de Jessa avait été débitée le week-end dernier. À 20h, nous étions garés de l'autre côté de la rue, face à Morrison, Kessler & Associates, observant le parking du bâtiment. La Porsche grise de Rory était toujours sur sa place réservée, ce qui signifiait qu'il travaillait tard. Ou faisait semblant de travailler tard alors qu'il gérait la crise que j'avais déclenchée. À 20h30, la BMW de Jessa s'est garée sur les places visiteurs. Elle est restée assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes, se préparant probablement psychologiquement pour la conversation à venir. Quand elle est enfin sortie, elle avait l'air épuisée et abattue. Son apparence, d'ordinaire impeccable, était négligée, et ses vêtements de marque étaient froissés pour avoir été portés 2 jours d'affilée. Voici notre confirmation, a dit Marv en prenant des photos avec un téléobjectif. Elle reste définitivement avec lui. Nous les avons suivis quand ils ont quitté l'immeuble 1 heure plus tard, conduisant séparément mais coordonnant clairement leur itinéraire.
Ils se sont retrouvés dans un restaurant de North End, un de ces petits Italiens intimes où les conjoints infidèles vont pour planifier leur prochain coup. Marv a pris des photos d'eux entrant ensemble, assis à une table dans un coin, penchés l'un vers l'autre lors d'une conversation qui n'avait rien de professionnel. Quand ils ont quitté le restaurant, ils ont conduit jusqu'à la maison de Rory, où la voiture de Jessa est restée garée pour la nuit. C'est suffisant pour ce soir, ai-je dit pendant que nous retournions au Harbour Towers. Nous avons des preuves qu'ils se rencontrent en privé, dînent ensemble et passent la nuit à son domicile. Combiné avec le reste, c'est un dossier d'adultère plutôt solide. Quel est le prochain mouvement? Demain, on rend ça public. J'ai fini de jouer en défense. Le mercredi matin, je me suis réveillé avec la clarté d'esprit que procure un plan d'action concret. Jessa avait passé 2 jours à essayer de contrôler le récit par des mensonges et des manipulations. Maintenant, il était temps de dire la vérité. J'ai rédigé mon post sur les réseaux sociaux avec soin, en me concentrant sur les faits plutôt que sur les émotions. Mise à jour concernant les événements récents. Plusieurs personnes m'ont demandé s'il y avait plus dans cette situation qu'un simple texto. La réponse est oui. Depuis 2 mois, j'ai remarqué des changements inquiétants dans le comportement et l'emploi du temps de mon épouse. Le SMS de lundi soir n'a été que la confirmation finale de ce que je soupçonnais déjà. Je dispose de la chronologie complète et documentée, y compris des preuves d'activité ayant précédé les événements de lundi. J'ai choisi de ne pas partager ces détails publiquement par respect pour toutes les personnes impliquées, mais ils sont à la disposition de quiconque a des inquiétudes légitimes à ce sujet. Je reste déterminé à traiter cette affaire avec dignité tout en protégeant mes propres intérêts. Le poste était délibérément vague, mais impliquait clairement que j'avais des preuves d'infidélité. La réponse fut immédiate et intense. Les gens posaient des questions directes pour savoir si Jessa me trompait, et plusieurs amis m'envoyaient des messages privés pour me demander plus de détails. La réponse de Jessa tomba dans l'heure. Je suis dégoûté par les tentatives répétées de Kai de détruire ma réputation avec de vagues accusations et des menaces implicites. Je n'ai rien fait de mal et je ne me laisserai pas intimider par ces tactiques de harcèlement. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis dévoué à mon mariage et que je ne trahirai jamais la confiance de mon mari. Le problème avec les démentis catégoriques, c'est qu'il est facile de prouver qu'ils sont faux. En affirmant qu'elle n'avait rien fait de mal et ne trahirait jamais ma confiance, Jessa s'était exposée à une destruction totale lorsque je sortirais les preuves. Mais je n'étais pas encore prêt à jouer cette carte. D'abord, je voulais voir jusqu'où elle irait dans ses mensonges. La réponse arriva l'après-midi même, sous la forme d'une nouvelle publication Facebook dont l'audace m'a coupé le souffle. J'ai hésité à partager cela, mais le harcèlement continu de Kai m'oblige à révéler la véritable raison de nos problèmes conjugaux. Depuis des mois, il est devenu de plus en plus contrôlant et paranoïaque, m'accusant d'infidélité sans aucun fondement et exigeant de surveiller le moindre de mes mouvements. Lundi soir, je lui ai dit que j'avais besoin d'espace pour réfléchir à notre relation. Sa réponse a été de m'enfermer dehors de chez moi et de lancer une campagne sur les réseaux sociaux pour détruire ma réputation. Je partage ceci parce que d'autres femmes doivent connaître les signes précurseurs de la violence psychologique. Personne ne devrait avoir à vivre dans la peur de la réaction de son conjoint face à un besoin normal d'indépendance. Violence psychologique. Elle prétendait carrément que j'étais un agresseur parce que j'avais répondu à sa liaison par des conséquences logiques. La section des commentaires a explosé. Les amis de Jessa se sont ralliés à elle avec des messages de soutien et d'indignation. Plusieurs personnes ont partagé leurs propres histoires de relations sous emprise. Le récit basculait à nouveau en sa faveur alors que les gens réagissaient aux accusations d'abus. Mais Jessa venait de commettre une erreur fatale. En affirmant que la nuit de lundi était due à un besoin d'espace pour réfléchir à notre relation, elle venait de contredire sa précédente histoire selon laquelle elle travaillait tard. Surtout, en niant toute infidélité et en se positionnant comme la victime d'accusations paranoïaques, elle venait de me donner le feu vert pour publier les preuves qui allaient anéantir sa crédibilité. J'ai appelé Marv. C'est l'heure. Elle vient de m'accuser de violence et de paranoïa pour avoir soupçonné son infidélité. Elle a ouvert la porte pour que nous prouvions que mes soupçons étaient justifiés. Tu es sûr de vouloir sortir l'artillerie lourde? Une fois que tu auras publié les photos de surveillance, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Elle m'a traité d'agresseur, Marv. Elle essaie de détruire ma réputation en affirmant que je suis paranoïaque et contrôlant. Je ne vais pas laisser passer ça. Très bien, alors on rase tout. J'ai passé 2 heures à organiser les preuves en une chronologie exhaustive, relevée de cartes de crédit montrant des dépenses dans des restaurants et des hôtels où je n'étais jamais allé. Historique téléphonique montrant des centaines d'appels et de textos entre Jessa et Rory en dehors des heures de bureau. Photos de surveillance de la veille au soir les montrant ensemble au restaurant et à son domicile. Mais la pièce maîtresse était une série de photos prises par Marv ce matin-là, Jessa quittant la maison de Rory à 7 heures du matin, portant toujours ses vêtements de la veille. Rory l'embrassant pour lui dire au revoir sur le pas de sa porte.
tous deux s'enlaçant d'une manière qui n'avait absolument rien de professionnel. J'ai tout téléchargé dans un album photo privé et j'ai rédigé mon dernier post. J'ai essayé de gérer cette situation avec dignité et discrétion, mais je ne peux pas laisser de fausses accusations de violence sans réponse. Vous trouverez ci-dessous les preuves documentées que mes inquiétudes concernant le comportement de ma femme étaient non seulement justifiées, mais minimisées. Ces preuves couvrent 2 mois et comprennent des relevés financiers, des historiques de communication et des documents photographiques. Je partage cela non pas pour blesser qui que ce soit, mais pour me défendre contre de fausses accusations et m'assurer que la vérité est accessible à tous ceux qui ont besoin de la voir. Je ne tire aucun plaisir de cette révélation, mais je refuse d'être traité d'agresseur pour avoir réagi de manière appropriée à une infidélité documentée. J'ai tagué l'album photo et j'ai cliqué sur Republier. La réaction fut instantanée et écrasante. En quelques minutes, la publication a cumulé des dizaines de commentaires et de partages. Les gens regardaient les preuves, faisaient le lien et réalisaient que Jessa avait menti sur toute la ligne. Les photos étaient foudroyantes. Impossible d'expliquer des images d'elle quittant la maison de Rory avec les vêtements de la veille, ou leur étreinte intime sur le pas de la porte. Les relevés financiers montraient un schéma clair de tromperie, avec des dépenses pour des dîners romantiques et des chambres d'hôtel qui coïncidaient avec ses soi-disant réunions de travail. Le réseau de soutien de Jessa s'est effondré en temps réel. Des amis qui la défendaient quelques heures plus tôt publiaient maintenant des réactions de choc et des excuses. Ces accusations de violence semblaient grotesques à la lumière des preuves démontrant qu'elle menait une liaison depuis des mois tout en mentant à tout le monde. Mais la réaction la plus satisfaisante est venue d'une source inattendue, Catherine, la femme de Rory. Merci d'avoir partagé ces preuves, a-t-elle commenté sous mon post. Je n'avais aucune idée que mon mari avait repris ses vieilles habitudes. Ces informations me seront très utiles pour mes prochaines procédures judiciaires. Game over. La liaison de Jessa était exposée. Sa crédibilité était anéantie. Et maintenant, Rory faisait face à sa propre crise domestique. La femme qui m'avait accusé de jalousie paranoïaque avait été prise la main dans le sac, et l'homme qui se croyait intouchable s'apprêtait à découvrir que les actes ont des conséquences. Mon téléphone vibrait sous les appels et les messages, mais je les ai tous ignorés. J'avais dit tout ce qu'il y avait à dire. Les preuves parlaient d'elles-mêmes, et la vérité était enfin publique. La dernière action de Jessa sur Facebook eut lieu à minuit, compte supprimé. Elle était à court de mensonges, à court d'alliés, et à court d'options. La femme qui m'avait dit qu'elle ne me devait aucune explication allait découvrir que le monde entier n'était pas de cet avis. Le jeudi matin a apporté un silence qui ressemblait au calme après la tempête. Mon téléphone avait cessé de vibrer pendant la nuit, non pas parce que les gens s'étaient désintéressés, mais parce qu'il n'y avait plus rien à débattre. Les preuves que j'avais publiées étaient si exhaustives et accablantes que même les partisans les plus fidèles de Jessa avaient quitté le navire. J'ai préparé du café et examiné les retombées depuis ma table de cuisine. Le compte Facebook de Jessa était bien supprimé, mais les captures d'écran de ses publications circulaient toujours, accompagnées de commentaires sur la manipulation et les fausses accusations. Le profil LinkedIn de Rory avait été inondé de commentaires et de demandes de connexion de la part de personnes ayant vu les preuves. Catherine avait publié une déclaration sur ses propres réseaux, annonçant qu'elle demandait le divorce et me remerciant d'avoir fourni des documents cruciaux prouvant l'infidélité continue de son mari. Mais le développement le plus intéressant fut un message vocal d'Harold Whitmore, le père de Jessa, laissé à 2h47 du matin. Kai, c'est Harold. Je te dois des excuses. Nous n'avions aucune idée des activités de Jessa. Margaret et moi sommes horrifiés par ce que nous avons découvert. S'il te plaît, appelle-moi quand tu auras ce message. Nous devons discuter de la façon de gérer cette situation à l'avenir. Je ne l'ai pas rappelé immédiatement. Qu'il marine un moment. Qu'il absorbe pleinement la réalité, sa fille parfaite avait menti à tout le monde pendant des mois. À la place, j'ai appelé Marv. Rapport de situation ? Victoire totale, a-t-il dit, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. L'histoire de Jessa s'est effondrée. Le mariage de Rory est terminé, et tu as assez de preuves pour gagner n'importe quelle procédure de divorce haut la main. Quelle est ta prochaine étape ? Je veux m'assurer que ça en reste là. Les gens désespérés font des choses désespérées, et je ne veux pas que Jessa ou Rory tentent un comeback d'une manière ou d'une autre. À quoi penses-tu ? Je pense qu'il est temps d'avoir quelques conversations en face à face. À commencer par Rory. Le bureau de Rory Weldon se trouvait dans une tour étincelante du centre-ville, le genre d'endroit qui respire les services juridiques hors de prix. Morrison, Kesley & Associates occupait 3 étages de biens immobiliers de premier choix, avec des baies vitrées surplombant le port de Boston. Je n'y étais jamais allé, mais j'avais fait mes recherches sur l'agencement du bâtiment et ses procédures de sécurité. Je suis arrivé à 10h, vêtu de mon meilleur costume et portant une mallette en cuir qui ne contenait rien d'autre que des bloc-notes vierges et un enregistreur numérique. La réceptionniste était une jeune femme qui gagnait probablement plus que la plupart des ingénieurs,
habillé de vêtements de créateur qui coûtaient plus cher que la mensualité de ma voiture. Je voudrais voir Rory Weldon, ai-je dit en lui tendant une carte de visite m'identifiant comme consultant en système de gestion de bâtiments. J'ai des informations concernant un projet sur lequel il a travaillé. Avez-vous rendez-vous? Non, mais je pense qu'il voudra me voir immédiatement. Veuillez lui dire que Kay Dornell est là au sujet du projet GESA. Elle a passé l'appel, et j'ai regardé son expression changer pendant qu'elle écoutait ce que Rory disait à l'autre bout. Quand elle a raccroché, elle avait l'air confuse et légèrement nerveuse. Monsieur Weldon dit qu'il n'est pas disponible et vous suggère de contacter son bureau pour prendre rendez-vous par les voies appropriées. Veuillez le rappeler et lui dire que s'il ne me reçoit pas maintenant, ma prochaine conversation aura lieu avec les associés principaux de ce cabinet. J'ai des documents qu'ils trouveront très intéressants concernant ses récentes activités professionnelles. Nouvel appel. Cette fois, son expression est passée à l'alarme. Monsieur Weldon va vous recevoir. 32e étage, bureau d'angle. Le trajet en ascenseur m'a laissé le temps de préparer mon approche. Je n'étais pas là pour menacer ou intimider. J'étais là pour fixer des limites et m'assurer que Rory comprenne les conséquences de toute interférence future dans ma vie. Le bureau de Rory était exactement comme je l'avais imaginé, un bureau massif en acajou, des œuvres d'art hors de prix, des bibliothèques juridiques du sol au plafond, et une vue sur le port de Boston qui ajoutait probablement $50 000 à son loyer annuel. L'homme lui-même avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 3 jours. Son apparence habituellement impeccable était débraillée, son costume coûteux froissé, et son attitude confiante remplacée par une panique à peine contrôlée. « Qu'est-ce que vous voulez » dit-il sans préambule. « Je veux m'assurer que nous nous comprenons bien » ai-je répondu en m'installant sur la chaise face à son bureau, sans y avoir été invité. « Vous entretenez une liaison avec ma femme depuis 2 mois. Cette liaison a maintenant été exposée publiquement, mettant fin à votre mariage et détruisant la crédibilité de GESA. Je veux m'assurer qu'aucun de vous ne tente de se venger parce que j'ai documenté et exposé votre comportement. Je ne sais pas ce que vous pensez accomplir ici. Je vais accomplir de la clarté. Vous voyez, Rory, vous avez fait une erreur quand vous vous êtes impliqué avec GESA. Vous pensiez avoir affaire à un mari facile à berner qui accepterait silencieusement d'être trompé. Mais je ne suis pas ce gars-là. Je suis le genre de type qui documente tout. Qui planifie à l'avance et qui va jusqu'au bout des conséquences. J'ai ouvert ma mallette et j'en ai sorti une pochette cartonnée. Ceci contient des preuves supplémentaires que je n'ai pas encore publiées. Des photos de vous et GESA dans des hôtels, des restaurants et à votre domicile, remontant à 6 semaines. Des relevés financiers montrant que vous avez payé des dîners. Des cadeaux et des nuits d'hôtel pour ma femme. Des relevés de communication montrant des centaines d'appels et de messages personnels entre vous deux pendant les heures de travail. Le visage de Rory avait blêmi. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous compreniez que si vous ou GESA tentez de vous venger de moi de quelque manière que ce soit. Si vous essayez de sauver vos réputations en attaquant la mienne, si vous contactez mon employeur ou si vous tentez d'interférer dans ma vie à quelque titre que ce soit. Je publierai tout. Et je dis bien tout. Des photos qui rendront votre procédure de divorce extrêmement coûteuse. Des preuves qui soulèveront des questions sur votre conduite professionnelle. Des documents qui intéresseront fortement le comité d'éthique du barreau du Massachusetts. Vous me menacez? Je vous explique les conséquences. Vous avez choisi d'avoir une liaison avec ma femme. J'ai choisi de documenter et d'exposer cette liaison. Ce sont tous les deux des choix, et les choix donnent des résultats. Le résultat, pour vous, c'est que votre comportement est maintenant parfaitement documenté, et que tout futur mauvais comportement de votre part aura des conséquences immédiates et dévastatrices. Je me suis levé et j'ai fermé ma mallette. Je ne suis pas votre ennemi, Rory. Je suis juste le type qui refuse d'être votre victime. Restez en dehors de ma vie. Encouragez GESA à faire de même, et nous n'aurons plus jamais besoin de nous croiser. Mais si vous essayez de me causer des problèmes, vous découvrirez que je suis bien meilleur pour en causer que vous. Je l'ai laissé assis à son bureau, regardant fixement le port, contemplant probablement les ruines de sa vie. La conversation s'était déroulée exactement comme je l'avais prévu. Pas de menace directe, pas de violence, juste une explication claire de la situation et des conséquences de tout futur écart de conduite. Mon arrêt suivant fut un café à Beacon Hill, à 2 pâtés de maison de la maison de Rory. J'avais envoyé à GESA un SMS depuis un numéro anonyme, lui demandant de m'y retrouver à 14 heures. Le message était simple, nous devons parler. Viens seul. Elle est arrivée avec 15 minutes de retard, l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Ses vêtements de créateur étaient froissés et dépareillés. Ses cheveux, d'ordinaire parfaits, étaient en bataille, et son visage montrait la fatigue de 3 jours d'humiliation publique. Elle m'a repéré immédiatement et s'est avancée avec la démarche prudente de quelqu'un s'approchant d'un animal dangereux. « Qu'est-ce que tu veux, Kay ? Je veux m'assurer que tu comprends les nouvelles règles,
ai-je dit en lui faisant signe de s'asseoir en face de moi. Ton ancienne vie est terminée. Ta liaison est de notoriété publique. Ta crédibilité est anéantie. Et ton réseau de soutien s'est effondré. Ce qui se passera ensuite dépend de l'intelligence avec laquelle tu vas gérer la situation. Je ne vais pas me laisser intimider par toi. Je n'essaie pas de t'intimider, j'ai ça. J'essaie de t'éduquer. Tu as fait des choix qui ont eu des conséquences. J'ai documenté ces conséquences et je les ai partagées quand tu as essayé de détruire ma réputation avec de fausses accusations de violence. Maintenant, nous vivons tous avec les résultats. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'écran. J'ai 17 demandes d'interview de médias locaux qui veulent faire des reportages sur l'infidélité à l'ère des réseaux sociaux et sur les fausses accusations de violence. J'ai 3 demandes de blogs juridiques qui veulent écrire sur la documentation et les preuves dans les procédures de divorce. J'ai 2 demandes d'associations d'aide aux victimes de violences domestiques qui veulent débattre des dommages que les fausses accusations causent aux vraies victimes. Son visage est devenu livide. Tu ne ferais pas ça. Je n'ai pas encore décidé. Cela dépend de la façon dont tu vas te comporter à l'avenir. Si tu disparais discrètement, que tu assumes la responsabilité de tes actes et que tu ne tentes pas de te venger de moi de quelque manière que ce soit. Alors cette histoire s'arrête ici. Mais si tu tentes d'organiser un comeback, si tu essaies de réhabiliter ta réputation en attaquant la mienne, si tu contactes mon employeur ou si tu essaies d'interférer dans ma vie, alors j'accepterai chaque demande d'interview et je transformerai cette affaire en un débat national sur l'adultère et les fausses accusations. C'est du chantage. Non, ce sont des conséquences. Ce serait du chantage si j'exigeais de l'argent ou des faveurs en échange de mon silence. Je ne te demande rien d'autre que de me laisser tranquille et d'assumer tes propres actes. Je me suis légèrement penché en avant. Voici ce qui va se passer, j'ai ça. Tu vas quitter Boston. Tu vas trouver un nouveau travail dans une nouvelle ville où les gens ne sont pas au courant de tes activités récentes. Tu vas reconstruire ta vie ailleurs. Et tu vas le faire sans essayer de m'entraîner dans ta chute. Je ne peux pas simplement partir. J'ai une carrière ici, des amis. Une vie. Tu avais une carrière ici. Tu avais des amis ici. Tu avais une vie ici. Au passé. Tu as détruit tout ça quand tu as choisi d'avoir une liaison et de mentir à tout le monde publiquement à ce sujet. Ce que tu as maintenant, c'est l'opportunité de recommencer à zéro ailleurs. En supposant que tu sois assez intelligente pour la saisir. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, fixant ses mains. Quand elle a fini par lever les yeux, elle avait des larmes aux yeux. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je sais. Tu avais l'intention d'avoir ta liaison discrètement, de divorcer selon tes conditions, et de partir avec la moitié de tout ce qu'on a tout en gardant ta réputation de victime d'un mariage raté. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et notre divorce? L'appartement, les biens, tout ce qu'on a construit ensemble? Le divorce sera simple. Tu auras tout ce que la loi du Massachusetts m'oblige à te donner, rien de plus. L'appartement reste à moi puisque c'est toi qui as choisi de partir. Les biens communs seront divisés selon les exigences légales. Avec les ajustements appropriés pour l'argent que tu as dépensé pour ta liaison. Je me suis levé et j'ai rangé mon téléphone. Tu as une semaine pour décider si tu vas gérer ça intelligemment ou si tu veux aggraver ton cas. Si je n'ai pas de nouvelles de toi d'ici jeudi prochain, je supposerai que tu as choisi la voie de l'intelligence. Si tu essaies de me causer des problèmes, tu découvriras que l'humiliation publique n'était que l'acte d'ouverture. Je l'ai laissée assise dans le café, en train de contempler probablement les ruines de sa vie, se demandant comment elle avait pu perdre le contrôle de la situation de manière aussi absolue. La dernière conversation eut lieu avec Harold et Margaret Whitmore, les parents de Jessa. Ils avaient demandé une rencontre dans leur manoir de Beacon Hill, espérant sans doute que jouer à domicile leur donnerait un avantage psychologique. J'ai accepté de les rencontrer ce soir-là, curieux de voir comment ils géreraient la révélation que leur fille parfaite était une menteuse infidèle. La maison des Whitmore était exactement ce à quoi je m'attendais, vieille fortune, élégance, meubles de prix, et ce genre de luxe discret qui hurle la richesse générationnelle. Harold a ouvert la porte lui-même. Il avait l'air plus vieux et plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Margaret attendait dans le salon, perchée sur le bord d'un canapé ancien comme si elle avait peur de s'asseoir complètement. « Merci d'être venu », a dit Harold en me désignant un fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. « Nous vous devons des excuses. Vous ne me devez rien, Harold. Vous avez cru la version des faits de votre fille. C'est ce que font les parents. Nous aurions dû savoir, a dit Margaret, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Les signes étaient là. Les changements de comportement, les secrets, son attitude défensive quand nous lui posions des questions sur son mariage. Nous avons choisi de croire ces explications parce que nous voulions y croire. Que attendez-vous de moi, ai-je demandé.
Harold s'est raclé la gorge. Nous voulons savoir ce que nous pouvons faire pour minimiser les dommages causés à la réputation de notre famille. Cette situation est déjà de notoriété publique dans nos cercles sociaux, et nous nous inquiétons des implications à long terme. J'ai failli rire. Même face à l'effondrement moral complet de leur fille, ils s'inquiétaient de leur statut social. Les dégâts sont déjà faits, Harold. Les choix de Jessa ont des conséquences qui vont au-delà de sa propre vie. La réputation de votre famille va en souffrir parce que votre fille a entretenu une liaison publique et a ensuite essayé de la couvrir par de fausses accusations de violence. N'y a-t-il rien que nous puissions faire pour atténuer la situation? Vous pouvez encourager Jessa à gérer cela intelligemment. Elle parle d'essayer de reconstruire sa réputation ici, à Boston, ce qui nécessiterait de continuer à attaquer ma crédibilité. Si elle fait ça, cette histoire va prendre beaucoup plus d'ampleur et empirer considérablement pour toutes les personnes impliquées. Margaret s'est penchée en avant. Que entendez-vous par là? Je veux dire que si Jessa tente un comeback, je ferai de cela une affaire nationale sur l'infidélité, les fausses accusations et la manipulation sur les réseaux sociaux. Votre fille deviendra un cas d'école, et le nom de votre famille sera associé à cette histoire pour toujours. Le salon est resté silencieux pendant un long moment. Harold a fini par parler. Que considéreriez-vous comme une résolution acceptable? Jessa quitte Boston. Elle trouve un nouveau travail dans une nouvelle ville, reconstruit sa vie ailleurs, et ne tente plus jamais de me contacter. Le divorce se déroule discrètement par les voies légales. Avec le minimum d'attention publique. Chacun reprend le cours de sa vie. Et si elle accepte ça, alors cette histoire s'arrête ici. Je ne donne aucune interview. Je n'écris aucun article. Et je ne fais pas de votre fille l'exemple public de ce qu'il ne faut pas faire dans un mariage. Harold et Margaret ont échangé un regard. Nous parlerons avec Jessa, a fini par dire Harold. Nous l'encouragerons à prendre en considération votre suggestion. Ce n'est pas une suggestion, Harold. C'est la seule voie intelligente pour aller de l'avant. Tout le reste mènera à plus d'humiliation publique et à plus de dommages pour tous. Je me suis levé pour partir. Vous avez élevé une fille qui pensait qu'elle pouvait mentir et manipuler les autres tout au long de sa vie sans aucune conséquence. Elle est en train de découvrir que le monde ne fonctionne pas comme ça. La question maintenant est de savoir si elle est assez intelligente pour apprendre de cette expérience. Ou si elle va continuer à faire les mêmes erreurs jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à sauver. Le trajet de retour vers Arbor Towers m'a laissé le temps de réfléchir aux conversations de la journée. J'avais délivré le même message à toutes les personnes impliquées, l'ancienne situation était terminée. La nouvelle réalité avait des règles spécifiques, et enfreindre ces règles aurait des conséquences immédiates et dévastatrices. Rory avait compris que toute tentative de représailles entraînerait la publication de preuves supplémentaires qui détruiraient ce qu'il restait de sa réputation professionnelle. Jessa avait compris qu'essayer de reconstruire sa vie à Boston attirerait l'attention des médias nationaux, ce qui ferait passer son humiliation actuelle pour une plaisanterie. Ses parents avaient compris que le rang social de leur famille dépendait de la volonté de leur fille à disparaître discrètement. Les pièces de l'échiquier étaient toutes en place. Il ne me restait plus qu'à attendre pour voir si chacun jouerait son rôle intelligemment. Le vendredi a apporté le premier test de ce nouvel ordre. Je me suis réveillé pour trouver un message vocal de Jessa, laissé à 3 heures du matin. Kai, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Je veux discuter des conditions pour aller de l'avant. Pouvons-nous nous retrouver dans un endroit privé pour parler des détails? Je ne l'ai pas rappelé immédiatement. À la place, j'ai transféré le message à Marv en lui demandant son avis. Sa réponse a été immédiate, on dirait qu'elle est prête à négocier. Mais fais attention. Les gens désespérés tentent parfois des coups désespérés. J'ai accepté de retrouver Jessa cet après-midi-là dans un lieu neutre, un restaurant très fréquenté de Cambridge, où nous serions entourés de témoins tout en pouvant avoir une conversation privée. Je suis arrivé en avance et j'ai choisi une table offrant une vue dégagée sur toutes les sorties, au cas où elle déciderait de tenter un coup stupide. Elle est arrivée à l'heure, l'air plus sereine que la veille. Elle avait réussi à se composer une tenue professionnelle et avait fait quelque chose avec ses cheveux qui la faisaient presque ressembler à la Jessa d'avant. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une lueur de défaite qui n'y était pas auparavant. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi avec les mouvements prudents de quelqu'un qui sait se trouver dans une position précaire. Tu as dit vouloir discuter des conditions. Tu as dit que si je gérais ça intelligemment, tu n'empirerais pas les choses pour moi. Je veux savoir exactement ce que ça implique. J'ai sorti un bloc-notes juridique et un stylo. Ça implique que tu quittes Boston dans les 30 jours. Tu trouves un emploi dans une ville différente, de préférence une ville où nos cercles sociaux et professionnels ne se croisent pas. Tu n'essaies pas de me contacter, ni mes amis, ni ma famille. Ni mon employeur. Tu ne donnes pas d'interview et tu n'écris pas d'article sur notre mariage ou notre divorce.
Tu ne tentes pas de réhabiliter ta réputation en attaquant la mienne. Et pour la procédure de divorce? Nous passons par une médiation plutôt que par un procès. Nous divisons les biens selon la loi du Massachusetts, avec les ajustements appropriés liés aux fautes conjugales. Le processus reste privé et est résolu rapidement. Et pour mes références professionnelles? Je ne pourrai pas trouver de nouveau travail sans référence de mon employeur actuel. Ça, c'est entre toi et Morrison, Kessler & Associates. Je suppose qu'ils ne sont pas ravis que la liaison de leur associé principal soit devenue publique, alors ils seront probablement motivés pour t'aider à trouver un emploi ailleurs. Elle est restée silencieuse un instant, assimilant les termes. Et si j'accepte tout ça, tu ne donneras pas d'interview et tu n'en feras pas une histoire plus importante. C'est exact. L'histoire s'arrête avec ton départ de Boston. Pas d'interview, pas d'article, pas de publication sur les réseaux sociaux, pas de discussion publique de quelque nature que ce soit. Et Rory? Qu'est-ce qu'il advient de lui? Ce n'est pas mon problème. Les problèmes de Rory sont entre lui, sa femme, son employeur et son ordre professionnel. Je ne le cible pas spécifiquement, mais je ne le protège pas non plus des conséquences naturelles de ses actes. Jessa a lentement hoché la tête. J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Tu as jusqu'à jeudi prochain. Si tu n'as pas accepté ces conditions d'ici là, je supposerai que tu as choisi une autre voie, et je réagirai en conséquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepterai les demandes d'interview que je refuse actuellement. Ça veut dire que j'écrirai des articles sur la documentation et les preuves dans les procédures de divorce. Ça veut dire que je transformerai ça en cas d'étude sur l'infidélité. Les fausses accusations et la manipulation sur les réseaux sociaux. Ton nom et ton histoire seront associés de façon permanente à ces sujets. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Juste? Je me suis adossé à ma chaise. Tu as eu une liaison pendant 2 mois. Tu as menti à tout le monde à ce sujet. Tu as essayé de me faire passer pour un mari violent quand j'ai révélé ton comportement. Et maintenant tu t'inquiètes de ce qui est juste? J'ai fait des erreurs. Mais je ne mérite pas que toute ma vie soit détruite. Ta vie n'est pas détruite, Jessa. Elle est relocalisée. Tu peux tout reconstruire où tu veux, tant que ce n'est pas ici. Tu peux avoir une carrière brillante. Des relations significatives et une vie heureuse. Tu ne peux juste pas avoir ces choses-là à Boston tout en continuant à mentir sur ce qui s'est passé entre nous. Je me suis levé et j'ai rangé le bloc-notes. Tu as 6 jours pour décider. Choisis bien. Le week-end s'est écoulé paisiblement. Aucun appel, aucun message, aucune tentative de contact de la part de quiconque impliqué dans l'affaire. J'ai passé mon samedi à vider les placards et à donner les vêtements que Jessa avait laissés derrière elle, effaçant les dernières traces physiques de sa présence dans l'appartement. Le dimanche, j'ai rejoint Marv pour regarder un match des Red Sox avec des bières, profitant de la première interaction sociale normale que j'avais eue depuis des semaines. Tu penses qu'elle va accepter le marché? A demandé Marv à la pause de la 7e manche. Elle serait folle de ne pas le faire. C'est la meilleure offre qu'elle obtiendra jamais. Et si elle pense que tu bluffes? Si elle pense que tu ne mettras pas vraiment tes menaces médiatiques à exécution? Alors elle découvrira que je ne bluffe pas. Le lundi a apporté un rebondissement inattendu. Harold Whitmore m'a appelé pour me demander s'il pouvait passer à mon bureau afin de discuter d'affaires familiales. J'ai accepté de le recevoir à 15 heures, curieux de savoir de quoi le père de Jessa voulait discuter en privé. Harold est arrivé avec l'air d'avoir pris encore 5 ans de plus depuis notre dernière conversation. Il portait un porte-document en cuir et arborait l'expression d'un homme qui avait été forcé de faire face à des vérités dérangeantes sur sa propre famille. « Merci de me recevoir », a-t-il dit en s'installant dans la chaise en face de mon bureau. Je voulais discuter de la situation de Jessa en privé. Et donc? Margaret et moi en avons discuté, et nous pensons que vos conditions sont raisonnables. Nous sommes prêts à faciliter la transition de Jessa vers une nouvelle ville. Quel genre d'aide? Une aide financière pour le déménagement, utiliser notre réseau professionnel pour l'aider à trouver un emploi. Tout le soutien dont elle aura besoin pour repartir à zéro avec succès. J'étais surpris. Pourquoi feriez-vous cela? Harold est resté silencieux un instant, fixant ses mains. Parce que nous avons échoué avec elle, Kai. Nous l'avons élevée en lui faisant croire qu'elle pouvait se sortir de n'importe quelle situation par la manipulation. Que sa beauté et son charme la protégeraient toujours des conséquences. Nous lui avons appris que les apparences étaient plus importantes que le caractère, que la réputation comptait plus que l'intégrité. C'est un sacré aveu. C'est la vérité. Et maintenant elle paie le prix de nos échecs en tant que parents. Le moins que nous puissions faire, c'est l'aider à apprendre de cette expérience et à se construire une vie meilleure ailleurs. Il a ouvert son porte-document et en a sorti une feuille de papier. Nous avons identifié plusieurs villes où elle pourrait prendre un nouveau départ.
Nous avons des contacts professionnels dans chaque endroit qui pourraient être disposés à l'aider à trouver un travail. Nous sommes prêts à couvrir tous les frais de déménagement et à lui fournir un soutien financier. Jusqu'à ce qu'elle soit installée. J'ai examiné la liste: Seattle, Denver, Atlanta, Austin. Toutes de grandes villes avec des marchés juridiques dynamiques, toutes suffisamment éloignées de Boston pour garantir que nos chemins ne se croiseraient pas par accident. C'est généreux, ai-je dit. Que voulez-vous de moi en retour? Juste votre accord sur les termes que vous avez déjà exposés. Pas d'interview, pas d'article, pas de discussion publique sur l'affaire. Laissez cette histoire se terminer avec son départ. Et Jessa a accepté ce plan? Elle le fera. Elle a peur, Kai. Elle a enfin compris que ces vieilles tactiques ne marcheront plus. Elle a besoin de conseils et de soutien pour faire de meilleurs choix, et Margaret et moi sommes déterminés à les lui fournir. Je lui ai rendu le papier. Si Jessa accepte le plan de relocalisation et respecte les conditions dont nous avons discuté, alors oui, cette histoire se termine avec son départ. Mais si elle essaie de causer des problèmes depuis sa nouvelle ville, si elle donne des interviews, écrit des articles ou tente de se venger de quelque manière que ce soit, alors il n'y a plus de règles. Bien compris. Nous ferons en sorte qu'elle comprenne les conséquences de toute mauvaise conduite future. Harold s'est levé et m'a tendu la main. Merci de gérer ça avec plus de grâce que nous ne le méritions probablement. Je lui ai serré la main. Je n'ai jamais voulu détruire la vie de qui que ce soit, Harold. Je voulais juste protéger la mienne. Le mardi a apporté la confirmation que j'attendais. Jessa m'a appelé et m'a demandé de la rencontrer une dernière fois pour formaliser notre accord. Nous nous sommes retrouvés dans le même restaurant de Cambridge, et elle a apporté une déclaration écrite acceptant toutes les conditions dont nous avions discuté. Je vais déménager à Denver, a-t-elle dit en faisant glisser le document signé de mon côté de la table. Mes parents ont des contacts là-bas qui peuvent m'aider à trouver du travail. Je serai parti d'ici la fin du mois. Bon choix. Denver est une belle ville avec beaucoup d'opportunités. Je veux que tu saches que je suis désolé. Pas seulement de m'être fait prendre, mais pour tout. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait subir. Non, je ne le méritais pas. Mais les excuses ne défont pas les actes, Jessa. Elles ne font que reconnaître qu'ils étaient mauvais. Je sais. Je ne te demande pas de me pardonner. C'est juste que j'essaie d'apprendre de tout ça. Alors apprends ceci. Les choix ont des conséquences. Et ces conséquences ne disparaissent pas simplement parce qu'elles ne te plaisent pas. Tu as fait des choix qui ont détruit notre mariage et ta réputation. J'ai fait des choix pour documenter et exposer ton comportement. Nous vivons tous les deux avec les résultats. Elle a hoché la tête. Les papiers du divorce seront déposés la semaine prochaine. Mon avocat dit que la procédure devrait être finalisée d'ici 60 jours. Bien. Une rupture nette, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Je l'ai regardé s'éloigner du restaurant, probablement pour la dernière fois. En 3 semaines, elle était passée de la manipulation confiante à la défaite totale. Elle avait appris que les mensonges ont une date d'expiration, que la documentation bat toujours le déni, et que certaines conséquences ne peuvent pas être effacées avec de belles paroles. L'histoire était terminée. Jessa allait disparaître à Denver et reconstruire sa vie. Rory allait devoir gérer son propre divorce et ses conséquences professionnelles. De mon côté, j'allais aller de l'avant, avec une ardoise vierge et une sagesse durement acquise sur l'importance de la documentation et de l'action décisive. Le mercredi soir, alors que je finissais de nettoyer les dernières affaires de Jessa, j'ai trouvé une lettre manuscrite glissée dans l'une de ses revues juridiques. Elle était datée de 3 mois et n'avait apparemment jamais été envoyée. Kai, je sais que tu te doutes que quelque chose ne va pas entre nous, et tu as raison. Je vois quelqu'un d'autre et je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Je ne sais pas comment te le dire sans détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Je n'arrête pas de penser que peut-être, si je mets fin à cette relation avec lui, nous pourrons redevenir comme avant. Mais je ne crois pas vouloir revenir en arrière. Je crois que je veux autre chose. Quelque chose qui me donne l'impression d'être vivante d'une manière que notre mariage ne m'offre plus. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, mais je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Je ne sais pas quoi faire. La lettre expliquait tout. Elle prévoyait de me quitter depuis des mois, mais n'arrivait pas à trouver comment le faire sans passer pour la méchante de l'histoire. Sa liaison avec Rory n'était pas seulement physique, elle s'était convaincue que c'était le grand amour. Son SMS de lundi soir n'avait pas été un moment de franchise irréfléchie, c'était le point culminant de mois de lutte interne. Étrangement, cette lettre m'a fait me sentir mieux par rapport à tout ce qui s'était passé. Jessa n'avait pas simplement fait une erreur ou été emportée par un moment de faiblesse. Elle avait fait le choix délibéré de poursuivre une autre relation tout en restant mariée avec moi. Elle avait choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté,
la manipulation plutôt que la communication. Et moi, j'avais répondu à ces choix par mes propres choix, la documentation face au déni, l'action face à la passivité, les conséquences face au pardon. J'ai déchiré la lettre et je l'ai jetée. Certains secrets n'avaient pas besoin d'être conservés. Le jeudi matin a apporté une dernière surprise. Un SMS de Catherine, Monsieur Dornel, je voulais encore vous remercier de m'avoir fourni les preuves dont j'avais besoin pour ma procédure de divorce. Rory a accepté un accord qui me donne tout ce que j'avais demandé, plus une compensation supplémentaire pour son infidélité. Vos documents ont rendu impossible pour lui de nier ou de minimiser son comportement. J'espère que vous trouverez la paix et le bonheur dans votre nouvelle vie. J'ai souri et j'ai supprimé le message. La justice avait été rendue pour tous. Jessa faisait face aux conséquences de ses choix, Rory payait pour ses infidélités chroniques, et j'étais libre de bâtir la vie que je voulais. Ce soir-là, je me suis tenu devant la fenêtre de mon salon, regardant le port de Boston alors que le soleil se couchait derrière la silhouette de la ville. L'appartement semblait différent maintenant. Pas vide, mais épuré, comme un espace qu'on avait désencombré et qui était prêt pour de nouvelles possibilités. Mon téléphone a vibré, un SMS de Marv. On prend un verre pour fêter ça. Tu as officiellement survécu à ton premier mariage. J'ai répondu, mais en deux. Je veux porter un toast à la documentation. La guerre était terminée. J'avais gagné, non pas par la violence ou la cruauté, mais par la préparation, la documentation et l'action décisive. J'avais prouvé que la vérité, lorsqu'elle est correctement présentée, est plus puissante que les mensonges, peu importe l'habileté avec laquelle ils sont racontés. Jessa m'avait appris que certaines personnes choisiront toujours la tromperie plutôt que l'honnêteté, la manipulation plutôt que la communication, l'égoïsme plutôt que l'engagement. Mais je lui avais appris quelque chose, moi aussi, que les choix ont des conséquences, que les mensonges ont une date d'expiration, et que certaines personnes sont bien meilleures pour jouer dur qu'elles n'en ont l'air au premier abord. L'appartement était à moi. La vérité était publique. L'avenir restait à écrire. Et pour la première fois depuis des mois, cela me semblait être une excellente chose.